En tout cas, le décor est joli, mon bon Haste. Ah, c'est magnifique. Hein. Bonjour à tous, c'est Franck et Haste. Salut. Alors, écoute, un jeu dans la même veine que Bad Day. Non, je plaisante. Donc, aujourd'hui, on vous fait une belle vidéo de Skies of Arcadia sur Dreamcast. Un jeu édité par Sega, développé par Overworks. C'est du RPG. Yes! Et c'est sorti le 13 avril 2001. Il rigole, Ace, parce que c'est lui qui m'a dit que j'étais le rentemplant du RPG, et il a raison, je n'y comprends rien. C'est bien parce que toi tu dis toujours ce qu'il faut pas, donc nous on peut préciser, on insiste sur les trucs qui sont importants. Voilà, c'est vrai que non, le RPG, et c'est pas que je déteste du tout, hein, c'est que je comprends pas. Alors donc, ce truc-là, tu m'as dit en aparté, c'est mon jeu préféré. Ouais, j'aurais du mal à dire que c'est pas mon jeu préféré parce que j'ai passé des heures formidables dessus. Et c'est un jeu qui correspond tout à fait à l'idée que je me fais de l'aventure. D'accord. De l'aventure dans sa plus grande expression. C'est pour situer le cadre un petit peu du jeu. Donc ça se passe à Arcadia, qui est un monde où tout flotte, que ce soit les villes, que ce soit les bateaux, que ce soit les continents entiers. Ouais. Et donc une grande aventure va se tramer là-dedans, puisque l'Empire, l'éternel Empire noir, on va dire, l'Empire du Mal, est de retour. Et à la manière de Star Wars, tente de mettre à bas toute résistance et d'imposer sa loi sur le monde entier. Je vais vous montrer un peu, donc vous voyez les décors formidables avec donc ces bateaux qui attendent en amarre comme ça, bateaux volants. Cette vidéo-là vraiment est pour s'imprégner vraiment de l'ambiance du titre, parce que de toute façon, je crois que c'est un jeu qu'il faut faire soi-même sans vraiment avoir trop de repères au départ, quoi. Il faut le découvrir par soi-même. D'accord, c'est bien de se jeter dedans la tête la première sans chercher plus à comprendre. Voilà. Donc là on est dans une ville, alors je vais vous montrer un peu je vais retourner dans mon vaisseau. Là c'était pour vous montrer un petit peu une ville type orientale, sachant que chaque continent est placé sous une lune. Et là c'est la lune rouge, donc comme ça il y a des symboliques très fortes avec les couleurs, et on aura aussi la lune verte, donc des paysages beaucoup plus boisés, la lune noire, la lune mauve qui elle se trouve dans le camp ennemi, donc on a toute la partie de l'Empire qui se trouve là-bas. Là je vous montre un peu le déplacement en bateau, avec justement donc la carte. Hop. Donc là on était sous la lune rouge, c'est tout ce continent là. Ici c'est plutôt les terres de l'Empire, avec la grande forteresse, qui est magnifique, qui fait très penser à Star Wars en fait. C'est une sorte d'étoile noire mais façon modifiée. Enfin, c'est un mélange en fait entre Star Wars et la grande porte noire du Seigneur des Anneaux. D'accord. Là on a ça fait plutôt peur. Notre territoire. Ça fait peur ton truc là. Ça c'est plutôt notre zone à nous où on démarre. Donc là la lune verte avec tous les décors plutôt boisés. Là-bas on aura la lune bleue avec un style très oriental, très japonais. Et puis on aura aussi, là je vais pas encore sur cette partie-là, tout ce qui concerne, c'est plutôt au sud, la lune blanche, la lune d'argent, avec tous des décors beaucoup plus enneigés et beaucoup plus glacés. Tu l'as fini ce jeu toi ? Ouais, je l'ai fini une fois, je l'ai pas fini 2 fois parce que j'avais pris mon temps la première fois. D'accord. Mais écoute, moi tu m'as proposé, et ça serait une bonne idée peut-être de faire d'autres vidéos. Là on fait une vidéo, on présente, on fait un petit peu le tour sur le plan graphique. Tout ça. C'est joli ça. C'est un petit effet de transition pour les combats. Combat. RPG, allez, en avant. Alors lance des magies, des sorts, des queues de souris. Non, mais là tu vas tout comprendre. Et je te promets que tu vas tout comprendre. D'accord ? Tu me dis à la fin si tu as tout compris. Vas-y. Okay, parce que franchement, il y a vraiment rien de compliqué. Alors ça, c'est des filles qui sont avec toi. Voilà, il y a des filles on est un groupe de très mixte, de filles, de garçons. C'est bien. Donc parité respectée. Donc c'est pas compliqué, hein. Tu as l'attaque simple. Tu vois, tu donnes un ordre d'attaquer sur un ennemi en particulier. Tu as des magies. Enfin, pas des magies, des attaques spéciales, je veux dire. Donc ça va être une attaque qui peut se porter sur un seul personnage comme sur plusieurs, qui sont plus puissantes. Et t'as les magies qui correspondent à chaque couleur de la lune. D'accord. Sachant qu'il y a une correspondance avec des pierres aussi. Ces pierres te donnent des magies.
Donc voilà. Donc par exemple, ça c'est un sort de zone. T'as vu, j'ai pas eu besoin de sélectionner l'ennemi puisque de toute façon il le déclenchera sur tous les ennemis. Elle est toute mignonne. Elle est sympa, c'est celle que je préfère dans le jeu là, la petite Aika. Elle est super drôle, chacune de ses répliques est hilarante. Et elle se bat avec une chaussette, mais elle est sympa. elle a un peu des tresses qui risquent de l'empêcher de passer certaines portes. Mais oui, ça, oui. Et donc voilà, après t'as les usuels items que tu peux utiliser en plein combat. T'as la garde qui te permet de bloquer une attaque. Et puis tu as le focus, c'est peut-être la seule petite subtilité du jeu, c'est-à-dire pour pouvoir déclencher tes attaques spéciales, il faudra que tu aies un nombre de points 2S, points d'attaque spéciale en fait. Pour pouvoir les déclencher, tu les vois en haut à 0 sur 48. D'accord, ok. Pour en récupérer, tu fais un focus. Et pendant le combat, donc, ils se concentreront, ils additionneront le nombre de points qu'ils ont récupérés à la fin du tour à celui qui existait déjà. D'accord. Voilà. Ok. As-tu tout compris? Je pense avoir compris une bonne partie des choses. D'accord. C'est fou, hein. Alors là, tu te bats donc contre plein de... Ils sont tous aussi vilains les uns que les autres, tes ennemis. Alors là, faut tout régler. Moi, c'est ça, en fait, je sens que je me ferais vite déborder. En même temps, regarde, je fais toujours le même ordre, en fait. Oui, c'est des attaques de zone très efficaces qui permettent de se débarrasser de ces petits ennemis que j'ai rencontrés il y a bien longtemps avant, qui sont donc pas très puissants, très rapidement, en fait. Tu vois, c'est impressionnant quand même. C'est bien, il est pas mal, hein. Bien fichu. C'est marrant quand même, parce que la Dreamcast, le jeu date de 2001, la Dreamcast date de 99. Elle était en 198 au Japon, en 99 en France. Voilà. Et pourtant, on a des jeux sur PS2 qui sont pas très vieux du tout et qui sont beaucoup plus mauvais. Il est pas mauvais sur le plan graphique du tout celui-là, mais qui sont mauvais vraiment par rapport à celui-là. Je pense que de toute façon c'est une question d'ardeur, enfin de labeur. Hein. Le jeu a demandé 4 ans, je crois même 5 ans de travail, donc forcément le résultat est là, quoi. D'accord. Puis c'est un jeu qui possède une direction artistique tellement comment dire, classique, hein, quelque part, il n'y a rien de très original, mais qui marche et qui sera donc, à mon avis, indémodable, qui résistera au temps. Ouais. Bon, et ben écoute, là on a présenté le jeu un petit peu, je pense que tu voulais nous faire voir d'autres choses. Plein de choses. Le problème du jeu aussi, c'est juste un gros défaut qui empêchera peut-être à certains de s'y remettre ou de s'y mettre tout court, c'est qu'il est assez lent. Le rythme est assez lent. Quand je vois Kili ou Romain dit jouer à des Xenosaga ou des Final Fantasy XII, c'est sûr que c'est pas comparable, c'est beaucoup moins nerveux. Il faut vraiment être calme quand on joue, faut pas s'imaginer que ça va aller vite, quoi. Donc c'est vrai que sur une vidéo on montrera jamais grand chose parce que les chargements sont longs, la transition entre l'exploration combat est longue, les tours sont longs, donc voilà. Bon, écoute, on va quand même en faire une autre, tu nous feras voir d'autres choses, et puis c'est bien, je pense que c'est un jeu dont il fallait vraiment parler, en tout cas ça te faisait plaisir d'en parler, donc c'est bien qu'on ait fait une vidéo de Skies of Arcadia, un jeu édité par Sega, développé par Overworks, ça existe sur Dreamcast, et c'est tout, non? Non, sur PC aussi. Sur PS2. Sur GameCube, qu'est-ce que je raconte? Ah oui. Il est sorti dans une autre version avec quelques ajouts. D'accord. Et ben écoute, on se retrouve pour une autre vidéo dans quelques instants. En attendant, on vous dit merci beaucoup d'avoir regardé celle-ci de vidéo. Ciao, salut à tous. Salut. Et ben voilà, tu vas attaquer une grosse cacahuète géante. Bonjour à tous, c'est Refrank et Rehaste. On se retrouve pour une autre vidéo de Skies of Arcadia sur Dreamcast. Un jeu développé par Overworks, édité par Sega, et c'est sorti le 13 avril 2001, c'est il y a fort longtemps maintenant. Il était une fois un merveilleux jeu. Donc on a vu une petite phase, tu vas nous expliquer pourquoi, vas-y. Alors en fait là je voulais juste vous montrer une particularité du jeu, sachant la montée en puissance en fait, c'est très bien donné puisque vous commencez avec un vaisseau qui n'est pas à vous, puis au fur et à mesure du jeu vous allez obtenir votre propre vaisseau, et là je vais vous montrer carrément votre propre base. D'accord. Vous devenez le chef d'un clan pirate tout simplement. D'un repère de pirates. D'un repère de pirates, mais des bons pirates. Hein. Ils volent pour eux, mais c'est des bons pirates quand même. D'accord, ok, d'accord. Non mais à partout où ils passent, l'ombre trépasse. D'accord, ok. Ils volent pour eux, mais ils volent bien. Ils volent bien. Voilà. Ils disent merci. Voilà, c'est des Arsène Lupin de la piraterie. Exactement. Donc dans votre propre base, vous pouvez carrément acheter d'autres items, ce qui est intéressant puisqu'ils sont régulièrement remis à jour.
je vais vous montrer justement un petit peu ce système où on voit tout de suite ce qui est intéressant avec les augmentations qui sont marquées en vert et ce qui va vous diminuer certaines caractéristiques marquées en rouge. Donc c'est très lisible, on voit tout de suite quels sont les items qui sont intéressants à prendre. Bah écoute, moi ce qui me plaît un peu, beaucoup même, c'est que ça fait longtemps que j'ai pas vu un RPG en français. Je t'avoue, ces derniers mois j'en ai vu beaucoup en japonais, beaucoup en anglais. On aurait pu en voir en roumain, on en aurait vu, mais là c'est un RPG donc en français, donc c'est pas mal, j'y comprends déjà un peu mieux. Donc là c'est ta base, là t'es sur ta base. Voilà, c'est ma base, exactement. Oh là là, tu es fort bien équipé. Et bon, tu sais, attends, ah oui, je vais vous montrer un truc. Tu sais que celui-là, tu aurais pu le faire en japonais, hein. Franchement. Je sais pas si vous entendez dans le micro le petit bip qui s'est activé. Donc en fait, il y a une petite particularité, c'est que l'un de vos personnages, Fina, a un petit animal, un petit familier, qui a la possibilité de prendre de la puissance, qui est une arme en fait. Et vous pouvez récupérer comme ça des chames, c'est-à-dire des petites graines qu'on vous indique avec votre VM, votre carte mémoire, parce que la Dreamcast avait une carte mémoire, on va dire, intelligente, qui bipait comme ça, et vous lui donnez ça, et si vous vous débrouillez bien, parce que sachant qu'il y a une combinaison avec en fait d'autres articles qui s'appellent des comment on appelle ça déjà, des chames quelque chose, je sais plus, selon l'ordre dans lequel vous donnez ces items, vous aurez l'arme la plus puissante du jeu. C'est juste un exemple de quête annexe. Voilà. En fait, c'est pour donner un exemple de quête annexe, sachant qu'il y a plein de petites subtilités comme ça dans le jeu. Donc là, je vais juste donner le charme en question, il est là, au Cupil, le petit truc qui est là, qui ressemble beaucoup à toutes ces créatures un peu abstraites, genre slime. D'accord, je vais dire à pas grand chose, mais ce qui ressemble beaucoup à pas grand chose. Je peux donner le nom japonais si c'est Ah, vas-y, j'ai hâte. Non, Aramito Sohan. Ah, d'accord. D'accord. J'ai sorti. Non, j'arrête de parler japonais. Je sais pas, je vois Romandiu qui rigole là-bas. Non, je plaisante, elle t'a pas entendu. Donc là, alors là, ah oui, d'accord. Ah non, je rêve, il y avait pas un nain de jardin Attends, on se moque pas, c'est lui qui a construit tout. Hein. Ah d'accord. C'est lui qui a tout construit et je peux lui demander de changer des choses en fait sur ma base. D'accord. On en profite, ça fait longtemps, on salue les pabulophobes. Les pabulophobes, c'est quoi? C'est des bâtisseurs aussi? Ah non, les pabulophobes, c'est ceux qui ont peur des brouettes, je me trompe, c'est les nanopabulophobes, ceux qui ont peur des nains de jardin à brouettes, voilà. Bah, si lui, là, il est pabulophobe, c'est un véritable schizophrène alors, parce qu'il a une tête à utiliser les brouettes justement. Ah d'accord, bah regarde. Alors lui, il a il y a des scènes de dialogue comme ça assez souvent apparemment. Oui, c'est assez régulier, même si le jeu n'est pas foncièrement très bavard par rapport à d'autres RPG. Il sait quand même mettre le holà sur les longs discours. Donc voilà, par exemple, customisation de la base, typiquement, on peut mettre comme ça le portrait d'un des personnages. Bravo. Bravo. Sachant qu'au départ, en fait, c'est marrant parce que l'histoire de cette île, on l'a découverte en fait avec Weiss, le personnage que vous voyez à l'écran, tout seul. On a été séparés du groupe et on a été comme ça une espèce de Robinson Crusoe pendant quelques jours où tu as une séquence comme ça très calme où tu dois ramasser du bois, tu dois ramasser de la nourriture, survivre quoi, jusqu'à ce que quelqu'un vienne te chercher. Et comme cette île a un sens très fort pour lui, il a décidé d'en faire sa base plus tard quand il avait les fonds pour pouvoir lancer l'idée. Il a de la mémoire. Ouais. Il a de la mémoire. C'est marrant parce que voilà, le jeu manie énormément de références, donc Robinson Crusoe, sachant que toute la panoplie de Jules Verne est aussi au rendez-vous. On a vraiment 20 milieux sous les mers où tu as des créatures qui sont directement issues de ce livre-là. On a aussi Moby Dick avec l'histoire très, très touchante d'un ancien pêcheur qui a perdu son fils à cause d'une baleine volante qui a foncé dessus. Plein de petites... vraiment toute la race des grands aventuriers, que ce soit historique ou même romancier, a été reprise et c'est toujours très fin, très, très agréable de pouvoir comme ça se replonger dans un univers souvent qu'on a découvert pendant l'enfance. Comme tu le dis bien surtout. C'est beau. Non mais c'est un titre qui en plus a rencontré son succès, donc vraiment il a été gagnant sur tous les plans quoi. Eh ben écoute, moi je te propose, parce que je pense que tu as envie qu'on refasse une autre vidéo. Tu voulais me faire voir quelque chose de plus particulier. Tu m'as dit que ça serait assez long à mettre en place. Ouais. Ok. Donc on va essayer, on va bien voir. D'accord. Ça s'appelle Sky. Tu voulais rajouter peut-être quelque chose d'autre? Non. Si ce n'est que c'est dommage. Juste dommage qu'Overworks se soit laissé un peu aller par la suite, pas laissé aller, mais ils se sont fait entraîner dans des commandes en fait de Sega. Ils ont travaillé sur un Shinobi, je crois, et après sur d'autres titres vraiment pas mémorables du tout. Et je crois que l'équipe
devait avoir une telle motivation à la sortie de Skies of Arcadia qu'il aurait fallu leur donner une totale liberté. Je crois qu'ils avaient fait tellement leurs preuves sur ce titre-là que c'est dommage de les avoir vus ne pas continuer sur un projet original par la suite. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Donc ça s'appelle Skies of Arcadia sur Dreamcast, là en l'occurrence. C'est édité par Sega, développé par Overworks. C'est sorti en avril 2001 et c'est vachement bien. On se retrouve pour une autre vidéo. On va essayer de mettre ça en place. En attendant, on vous dit merci beaucoup. Ciao, salut à tous. Salut. Mais tu fonces comme l'éclair. Je vais la percuter. Arrête, freine. Tu cours, t'es jamais fatigué toi. Bonjour à tous, c'est Franck et Haste. Salut. On se retrouve pour une autre vidéo de Skies of Arcadia. Alors je dis pas qui édite, qui développe. Alors t'as toute ton équipe au complet, t'as la petite rousse avec les grandes couettes, Fifi bras d'acier. Fifi, c'est exactement ça. Ah ouais, elle est super mignonne, vraiment. Les oreilles un peu décollées, c'est elle est marrante parce qu'elle a une sorte de relation très bizarre avec Vise. On sait pas trop si c'est sa copine, enfin c'est une amie d'enfance, c'est sûr, ils se connaissent depuis le début, mais elle est jalouse par exemple dans une séquence où Vise regarde une danseuse et commence à prendre la mouche. Ah, il y a anguille il y a baleine sous caillou comme on dit. Je sais pas, faut voir. Alors qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? On va voir juste en fait que le titre sait se faire autre par moment. Comme sur cette séquence où on doit en fait traverser ce qu'ils appellent un récif noir, qui est en fait une sorte de vortex, où le titre va devenir assez inquiétant, assez surréaliste. Ah, tu voulais dire un truc tout à l'heure, c'est qu'on n'avait pas dit au départ que ça se joue avec 2 CD. Oui, c'est une preuve, enfin pas une preuve, ça va pas prouver forcément, mais en tout cas, je peux vous confirmer que le titre est très long et qu'il faut, en ligne droite, il faut bien 50 heures quand même pour le finir. Ah, quand même. Après, les à côté vous demanderont une bonne vingtaine d'heures. Et puis bon, là, évidemment, on vous montre la version Dreamcast, sachant qu'on vous conseille quand même la version GameCube, qui possède des choses en plus, et donc qui sera plus longue et qui aussi, je ne l'ai jamais joué, mais je sais pas, mais qui doit être sans doute plus fluide. D'accord. Puisque bon, la Dreamcast crache ses tripes par moment aussi quand même. Elle a du mal. Un peu comme sur Shenmue. Ouais. Alors bon, pour la GameCube, en tout cas, c'est un jeu qu'on peut trouver neuf encore. Je me trompe pas, Je dis pas d'ânerie. C'est ça. On le trouve à moins de 50 €. Donc, pour un jeu en ligne droite qui peut durer 50 heures, on peut trouver des GameCube à 40 €. J'en cherche une, moi, désespérément. Donc, en fait, pour 90 €, on peut avoir 120 heures de jeu. Voilà, à peu près. Tu t'achètes le Wind Waker dans la foulée et voilà, et là t'as toute ta vie. Non, mais je veux pas réduire ça au poids, j'en suis quand même pas là, mais c'est vrai que quelquefois il y en a quand même qui se posent la question. Et voilà, on peut s'amuser pour pas forcément, si on aime un peu le RPG, on peut s'amuser pour pas forcément très très cher, entre guillemets, entre de grandes guillemets. C'est quand même de l'argent tout ça. Et en tout cas, on a pas mal d'heures de jeu. Et en tout cas, ta copine avec les couettes, quand elle se met en colère, ça plaisante pas. Ça plaisante pas, elle a destroy tout le monde. Elle est... Ah, c'est un garçon. Elle est bouillonnante. Et lui, là, c'est un garçon. Qu'est-ce que t'allais insinuer, Franck? Non, j'ai pas... non, mais on n'avait pas... C'est un prince, un peu de respect. Ah oui, c'est le prince des gâteaux, regarde, on le reconnaît. Avec son petit béret et sa grande épée. Je sais pas si vous voyez, donc les armes changent aussi de couleur selon la lune, la pierre que tu choisis. Il avait pas les mêmes tout à l'heure, Il avait pas les mêmes tout à l'heure. Donc plus tu utiliseras une couleur et plus tu gagneras des points d'expérience dans cette couleur, on les voit là sur ce tableau, qui t'octroieront après des magies, des nouvelles magies dans ces couleurs-là. C'est vrai qu'il est flippant ton monde là. Il est inquiétant. Ah ouais, c'est parce qu'en fait c'est vraiment... En plus il est entouré de toute une histoire dont on nous prévient avant dans le village qui précède. On sait que des tas de marins ont essayé de le pénétrer mais ne sont jamais ressortis de l'autre côté, qu'il y a eu des accidents, que c'est un peu le bout du monde en fait. Le bout du monde à la manière des représentations des anciens temps, quoi. Oui. Ça s'arrête sur une espèce de néant, quoi. Ah ouais, mais pourquoi c'est pas comme ça? Ah bah non, mais j'ai pas encore vérifié par moi-même non plus. Je crois que le plus loin que je suis allé, c'est
Strasbourg. Ah ouais, d'accord. Ah oui. C'est déjà le néant, hein. C'est- Quand tu vois les Oh, usines alors là, Fischer, ça n'engage que toi. Là, ça n'engage que toi. je sais pas, On on est- dit qu'il y a un pays qui s'appelle l'Allemagne de l'autre côté, mais j'ai jamais été. Il paraît, ouais. Moi, sinon, il paraît pas. Moi, j'ai franchi la frontière pendant un an. Voilà. Ah oula, donc, C'était, alors, qu'est-ce que. Là, j'ai vu qu'il s'était passé quelque chose, mais on disait des bêtises, du coup. C'est Tu es une rentré dans une découverte, pierre en fait. et qu'est-ce que tu as fait alors? Je suis pas rentré dedans, mais Pardon. Tu conduis tellement mal en même temps que j'ai cru. j'ai eu mon permis de conduire autour des pierres, Franck, un peu dangereux, s'il te plaît. C'est juste une découverte en fait. C'est-à-dire que D'accord. je peux pas vous montrer là le menu ne donne pas accès, mais vous avez 120 découvertes dans le jeu, c'est-à-dire des endroits symboliques du monde D'accord. que vous devrez découvrir par vous-même et qui vous octroieront par la suite en fait, vous pouvez récupérer un personnage en plus dans votre équipe. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo, ça c'est un point en plus. En fait, ça a deux fonctions. Ça vous permet d'augmenter votre réputation dans le monde et d'autre part, ça vous permet tout simplement de connaître votre monde. D'accord. C'est des légendes. Ces découvertes, c'est que des légendes qui vous apprennent plus sur des anciens mythes, sur des anciennes histoires. C'est une façon intelligente d'amener le joueur à s'intéresser au background du jeu, tout simplement. Surtout qu'elles sont toujours très fines, très, très amusantes. Elles tiennent sur une fiche et pourtant il y a plein de choses à dire dessus, quoi. Qu'est-ce que t'en parles bien? On voit que tu l'aimes ce jeu, hein. Alors, bah écoute, pendant que tu te bats avec des voyous interplanétaires, moi je vais refaire un petit tour vite fait. Skies of Arcadia, c'est un jeu qui est sorti en 2001, qui se joue sur Dreamcast, mais aussi sur GameCube. Alors bon, Dreamcast, ça commence à devenir un peu compliqué pour trouver tout ça maintenant. Ouais. Par contre, sur GameCube, c'est un jeu qu'on peut trouver 9 à 50 €, ce qui est vraiment pas énorme étant donné qu'on peut y jouer vraiment pendant très très longtemps. C'est joli comme tout malgré la date de sortie qui date de 2001 sur Dreamcast et 2003 sur GameCube. Franchement, Overworks, bah, c'est une bonne pioche. C'est une bonne pioche, on peut vraiment dire que c'est pas mal. Bon, ils viennent pas de nulle part non plus, hein. Pour les puristes, c'est des gens qui ont travaillé sur... c'est une assemblée en fait de gens qui ont travaillé sur Panzer Dragoon Saga, qui est un mythe. Va parler à Panda un petit peu de Panzer Dragoon Saga, tu vas voir la diatribe qui va te sortir. Mais là je crois que déjà il a entendu, j'ai vu ses oreilles se dresser. Oui, moi aussi, je vois ses oreilles en train de remuer. Et je crois, et l'autre grand jeu sur lequel ils ont travaillé, c'était... Ah bah c'est les Fantasy Star. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur la série des Fantasy Star qui viennent de là. Ok. Eh ben écoute, hein, sur ces bons mots, je suis très content d'avoir fait cette vidéo avec toi parce que ce jeu te plaît, ça se voit. On se retrouvera pour une autre vidéo un autre moment. En attendant, on vous dit merci beaucoup de l'avoir regardé, cette petite vidéo. Ciao, salut à tous. Mettez un manteau, il commence à faire froid. Salut. Salut. Je fais encore plus bas. Salut.